Smart et réglo, comme chaque semaine, un avocat, une avocate vient nous parler d'un sujet de droit. On parle des comportements abusifs en entreprise, donc du harcèlement moral et sexuel. Et on en parle avec Émilie Méridjen. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, associé en droit du travail chez Secri Valentin Zerouk. Je pense que je l'ai dit correctement. D'abord, commençons par le début. Pour faire simple, c'est quoi la définition juridique de ce harcèlement moral et sexuel ? Il est inscrit dans le droit, on est d'accord, hein ? Oui, tout à fait. Les définitions sont même inscrites à la fois dans le Code du travail et dans le Code pénal. Donc il y a une double appréhension et une double répression possible. Alors c'est quoi ? C'est des comportements qui sont en gros abusifs, répétitifs. C'est nécessaire d'avoir une répétition et qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte aux conditions de travail du salarié. Ça c'est pour le harcèlement moral, et de porter atteinte à sa dignité. Donc il y a vraiment des critères qui doivent être réunis. Il ne s'agit pas simplement de ne pas bien s'entendre avec son boss, c'est vraiment cette notion un peu d'acharnement, d'humiliation, de mise au placard qui doit pouvoir être démontrée pour le harcèlement moral. Il y a deux sujets, il y a le harcèlement institutionnalisé et il y a le harcèlement dont la loi a durci un peu plus encore là récemment. Vous avez vu, on est passé en fait d'une condamnation, d'une amende à une condamnation pénale. Enfin, vous l'avez forcément. Alors, oui, bien sûr. On a durci quand même la législation sur ces questions. Oui, on a durci la législation et ça va de pair avec aussi une libération de la parole. Je pense qu'avec les phénomènes MeToo, Balance ton porc, et puis aussi avec le Covid et l'évolution du rapport au travail, les salariés ont un peu plus de distance, on trouve, avec leurs entreprises. On voit d'ailleurs beaucoup de gens qui préfèrent aujourd'hui être indépendants. Et ceux qui restent en entreprise ne sont plus du tout enclins à tolérer des comportements abusifs, alors que ce soit du harcèlement ou autre, un management. Vous parliez du harcèlement institutionnel, il y a des boîtes dans lesquelles culturellement on traite mal les gens. Et ces boîtes-là, je pense qu'elles auront du mal à fidéliser et à recruter à l'avenir parce que la parole se libère et les exigences des salariés sont un peu plus élevées. Juste parce que vous êtes une praticienne, alors on parle beaucoup de ce sujet dans les médias, la parole s'est libérée, des femmes s'expriment face caméra, racontent leur drame, sauf que quand on va au bout de l'histoire, parfois on s'aperçoit que l'avocat nous dit oui, il y avait, mais j'avais pas la preuve. J'avais pas les documents, j'avais pas de témoins. Tout ça se jouait parole contre parole. Et il y a eu beaucoup d'affaires où la personne qui était victime, finalement, n'a pas pu avoir gain de cause. Oui, alors... C'est compliqué. Le problème de la preuve est compliqué. Il appartient au salarié d'apporter des éléments qui laissent présumer qu'il a fait l'objet d'un harcèlement. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pression sur les employeurs pour mettre en place des mesures, notamment les procédures de lanceur d'alerte. On doit investiguer quand on est employeur. Après, il faut aussi tempérer un petit peu cette question du harcèlement, en tout cas moral, dans le sens où il y a effectivement des cas où les victimes ne peuvent pas le prouver, mais il y a aussi beaucoup de cas où c'est pas du harcèlement. On est d'accord. C'est abusif. Exactement. La victime présumée, qui peut d'ailleurs être condamnée elle-même à des condamnations pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Exactement. Très souvent, c'est en lien avec une insuffisance professionnelle. Quand on voit un harcèlement un peu gris, c'est souvent que la personne, le salarié qui s'estime harcelé, en fait, est pas très bon. Peut-être que son manager n'est pas très bon non plus en termes de management et qui sait pas trop le lui dire. Mais c'est pas du harcèlement. Mais c'est pas du harcèlement. Donc c'est pas évident de faire la part des choses. Ce dont on se rend compte, c'est que ce qui est très utile pour les entreprises et pour la collectivité en général, c'est d'en parler. D'en parler et de former en interne les gens. C'est ce que je voulais vous dire. Exactement. Nous, on intervient beaucoup pour expliquer aux gens... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce n'est pas ? Ça, c'est du harcèlement, ça, c'est pas du harcèlement. Quand vous avez un problème, vous êtes aussi en charge de votre propre sécurité, de votre propre bien-être au travail, donc parlez-en. De mettre le sujet au milieu de la table, ça résout évidemment pas tous les problèmes, mais ça permet d'élever un petit peu les consciences, de faire en sorte que les salariés soient plus en capacité de discerner et que, parce qu'il y en a malheureusement, les managers toxiques, et je mets dans cette catégorie les manipulateurs, les pervers narcissiques, etc., sentent que l'étau se resserre autour d'eux et qu'ils ne peuvent pas continuer à opérer en toute impunité. Vous le ressentez, je dirais, en termes quantitatifs ? Oui. Vous avez plus de signaux concrets de collaborateurs ou même d'entreprises qui vous disent, là, c'est en train de monter, l'eau monte. Oui, et ce qui me surprend, c'est de découvrir des situations de harcèlement avérées, a priori, après enquête, etc., qui sont totalement masquées, où on a l'impression que les employeurs découvrent le poteau rose, et je me dis comment c'est possible, tant sur du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, qu'aujourd'hui, en 2023, des gens puissent se sentir aussi impunis
Et se livrer à des comportements, à des manières de parler, de toucher, de prendre des photos, parce qu'on a parlé beaucoup du harcèlement moral, mais il y a le harcèlement sexuel. Qui est une réalité. Je vois des gens bien sous tout rapport, je les vois au Conseil de prud'homme, et qui viennent se défendre alors qu'ils ont fait des horreurs, en fait. Et ça existe encore aujourd'hui, et ça ne doit plus être toléré. Alors c'est ce que certains médecins notamment disent. J'ai lu ça. Oui, ils ne se rendent pas compte que j'ai rien fait de grave. Oui. Je pense qu'à passer un certain âge, on a quand même la gueule qu'on mérite et qu'aujourd'hui, on a les moyens de s'informer, on a les moyens de travailler sur soi pour se préserver, nous, et préserver surtout notre entourage. Donc, à ces managers toxiques, je dis, allez voir un psy. Allez voir un psy et accueillez aussi des praticiens, des experts, des avocats pour que vous soyez pris en main aussi sur ce qui est du harcèlement et ce qui n'en est pas, parce qu'il y a souvent une grande confusion des collaborateurs qui disent mais je vais aller voir la DRH, tu me harcèles, et puis finalement on est plus dans de la relation conflictuelle. Mais il faut être vigilant sur ce sujet. Et en parler. Former les gens, les sensibiliser et quand on est employeur, montrer que c'est un sujet qui compte. Et donc faire des affichages, j'imagine, et faire de la pédagogie au sein de l'entreprise. Merci Émilie Mérigen d'être venue nous rendre visite, associée en droit du travail chez Secri. Valentin Zerouk, vous l'aurez compris, qui est un cabinet d'avocats. On fait une courte pause, on va s'intéresser au partage de la valeur. Alors c'est un sujet qui d'apparence paraît technique, mais qui est éminemment politique. C'est un des outils peut-être de relance de la politique d'Emmanuel Macron autour des questions de travail. Les syndicats ont planché sur ce sujet. Les choses ne sont pas aussi simples que cela, c'est assez technique et cela va concerner notamment les PME, les petites entreprises. Ce n'est pas toujours simple, on va essayer de tout vous expliquer avec les experts. C'est le Cercle RH, c'est notre débat, juste après la pause.